Placement préféré des Français, couteau suisse de l'épargne, l'assurance vie n'en finit pas de séduire. Taux, fiscalité, succession, les avantages sont nombreux. On va voir comment investir au mieux dans l'assurance vie en 2024. Je suis aujourd'hui en tête-à-tête avec Tristan de la Fonchet. Bonjour. Bonjour Gilane. Vous êtes membre du comité exécutif du groupe Matmut, en charge de la direction finance et patrimoine. En un mot, la Matmut ? La Matmut, c'est une mutuelle d'assurance qui a plus de 62 ans aujourd'hui, qui est devenue un groupe complet d'assurance. Donc, elle est sur toutes les branches qui existent en assurance et qui comporte aujourd'hui 4,5 millions de sociétaires qui nous font confiance en France. Voilà. Alors, je le disais, l'assurance vie, c'est souvent appelé le placement préféré des Français. Pourquoi ? Quels sont ses atouts, si on peut les lister ? Oui, ça fait des générations qu'on entend parler d'assurance vie. Et si effectivement, c'est le placement préféré des Français, c'est pas du tout le fruit du hasard. En fait, il n'y a pas meilleur placement sur du moyen-long terme. Alors, le Perrin maintenant est venu compléter tout ça, mais l'assurance vie, c'est la magie, quoi. C'est à la fois une enveloppe fiscale intéressante pour les revenus et pour les aspects successoraux du sujet. On peut y placer à peu près tous les véhicules financiers qui sont à l'intérieur. On peut faire des retraits quand ça nous chante, et surtout on bénéficie d'une chose extraordinaire qui s'appelle le fameux fonds euro, qui permet d'avoir un capital garanti tout en bénéficiant d'une rémunération minimale assurée grâce à la structure des taux et des marchés obligataires. Donc c'est vraiment un produit assez extraordinaire. Alors, un produit avec un cadre fiscal aussi assez unique en Europe. Qu'en est-il précisément ? On va rappeler pour les téléspectateurs ce cadre fiscal. Oui, alors, la fiscalité de l'assurance vie, il y a deux grandes branches. Il y a la partie qui concerne les revenus. Là, c'est très simple, entre 0 et 8 ans depuis 2017. Quand je fais un retrait, je paye de la flat tax 30% sur la partie des plus-values. Et puis, au-delà de 8 ans, en fait, j'ai, si je suis une personne seule, un abattement qui est un abattement de 4 600 €. Et si nous sommes deux, de 9 200 €. Et chaque année, ça c'est intéressant, ce qui permet de faire tous les ans. Donc, ce qui permet de faire des retraits et se faire du complément de revenus. Et puis, il y a la deuxième branche de la fiscalité en assurance vie, qui est la branche de la succession. Et là, c'est assez fou parce que on oublie, et il faut le répéter, qu'entre époux et Pacs, il y a 0% de droit de succession en assurance vie. Et c'est un outil absolument extraordinaire, 0%. 0% quand on est marié ou pacsé. Exactement. Et puis sinon, eh bien, il y a un abattement qui est un abattement de 152 500 € par bénéficiaire avant 70 ans, quand l'argent a été placé avant 70 ans, qui est un outil aussi extraordinaire. Et si je place de l'argent après 70 ans, alors donc là, l'État a été moins généreux, mais c'est pour éviter les abus de droit, eh bien, ce seuil de 152 500 € est descendu à 30 500 € à partager. Là, ce n'est pas par personne, c'est à partager entre tous les bénéficiaires. Alors voilà pour la présentation du contrat d'assurance vie, ses avantages. Nous allons maintenant voir comment bien choisir son produit. Et tout d'abord, en tant que particulier investisseur, moi, c'est le taux qui m'intéresse. On sait que le livret A est à 3% en ce moment. Est-ce que vous, les assureurs, vous allez suivre et aller sur ces 3% en 2024 ? Alors 2023 va être une année bas les masques pour les assureurs bas les masques. Très intéressante, puisque généralement les assureurs peuvent organiser leur taux. Un taux, comment se fabrique-t-il ? Oui. Un taux, en fait, c'est d'abord les encours de l'assureur vie, par exemple X milliards. Ensuite, chaque année, la rentabilité financière qu'il obtient lui-même en plaçant cet argent. Et puis, en fonction de ce qu'il donne ou il ne donne pas chaque année de cette rentabilité financière, il a des réserves. Et ces réserves, elles ne sont pas non plus extensibles. Et donc, donner un taux chaque année, c'est bien jouer entre cette rentabilité financière et ses réserves. En fait, cette année, le problème, c'est que la rentabilité financière moyenne des assureurs devrait tourner autour de 2. Aujourd'hui, il y a ce fameux livret A à 3% et tous ces véhicules de placement court terme qui, facialement, en ce moment, payent plus que l'assurance vie. Et donc, les assureurs vont être tentés de, au moins, faire aussi bien que le livret A. Sauf qu'ils n'en ont peut-être pas la possibilité avec leurs réserves et qu'ils n'en ont peut-être pas la possibilité avec ce qu'ils ont gagné cette année en gestion financière. Donc, ça va être l'année vérité, puisque, effectivement, ils veulent éviter la décollecte, parce qu'avec la hausse des taux, il y a eu beaucoup de moins-value dans leur portefeuille, donc ils veulent éviter de matérialiser cette moins-value, ils veulent éviter la collecte, donc ils seront tentés de se rapprocher de 3%, mais le pourront-ils ? Eh bien, c'est la vraie question, et tout le monde ne le pourra pas. Donc c'est un objectif, 3%. On verra si on y est ou pas sur les assureurs. Je pense que cette année, il y aura ceux qui font moins de 2, ceux qui font entre 2 et 3, et ceux qui font 3 et plus. Voilà, ce sera là où on pourra choisir effectivement. Alors, une fois qu'on a choisi son assurance vie par le taux, il faut choisir aussi entre différents modes de gestion sur son contrat d'assurance vie. Il existe trois modes de gestion ? Oui, alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que soit je me sens aguerri et affûté sur les sujets financiers, et je peux opter pour la gestion libre, sachant que dans la gestion
libre, il y a ce fameux fonds euro. Mon assureur me met à disposition des unités de compte, c'est en fait des SICAV, mais qui ont ce nom-là dans l'assurance vie, ou des fonds communs de placement, et je suis libre de choisir ce que je veux. La deuxième possibilité, qui est à l'inverse extrême, c'est la gestion sous mandat. C'est-à-dire que je mets de l'argent et je signe un mandat de gestion à un professionnel qui va gérer pour moi. Et là, il s'occupe de tout, je ne m'occupe de rien. Et puis, il y a une chose qui est un peu au milieu, qu'on ne trouve pas en fait chez les assureurs un peu grand public, parce que ça relève d'une mécanique un peu spéciale pour l'entreprise qui gère ça, c'est ce qu'on appelle la gestion conseillée. Où là, moi, je suis un spécialiste, j'appelle un client pour lui dire aujourd'hui, je te conseille de mettre ton argent sur tel fonds ou sur telle action, ou sur tel produit financier X ou Y. Et ça, en fait, ça relève d'une organisation très particulière, avec de la traçabilité des écoutes, que les assureurs traditionnels ne font pas, et qui généralement est réservée à des grandes fortunes. Voilà, donc 3 types, mais c'est libre, sous mandat, ou bien on se fait conseiller, mais c'est plus rare. Exactement. Alors, il y a quand même un frein dans la tête de nombreux Français sur cette assurance vie, ce sont les frais inhérents à tout contrat. Que recouvrent ces frais? Comment bien s'y retrouver pour essayer de comparer? Oui, je pense qu'il faut aborder les choses simplement avec les frais. En fait, il y a 2 grandes familles de frais dans l'assurance vie. Il y a les frais sur le contrat d'assurance vie en lui-même, qui peuvent aller de 0,5 à plus de 1% ou même 1,5%. Ça, quel que soit le montant de l'argent que je mets sur mon assurance vie, ça m'est pris chaque année. Ce sont les frais du contrat assurance vie. Et puis ensuite, il y a à l'intérieur les frais sur les véhicules financiers. Et là, en fait, il y en a 3 qui sont connus. Les frais sur les fameuses unités de compte, c'est les frais de gestion. Les frais sur la gestion sous mandat, pour me faire conseiller et pour déléguer, on me prend des frais supplémentaires. Et parfois, mais ça conseille plutôt la gestion libre, les frais d'arbitrage. Je vends une unité de compte tout seul, je rachète une unité de compte tout seul, on me prend un frais d'arbitrage. Donc 2 grandes familles. Avec, alors en résumé, si moi je place 50 000 euros sur un mandat de gestion à 100% qui contient des unités de compte, en fait je vais payer des frais sur mon contrat, des frais sur la gestion sous mandat parce que je m'offre un gestionnaire qui va me gérer mon argent, et des frais sur les unités de compte, ce sont les frais de gestion. Donc j'aurai 3 couches de frais dans ce cas-là. Et donc bien choisir son assurance vie, c'est bien regarder l'ensemble de ces frais. Mais actuellement, il y a un mouvement réglementaire qui oblige les assureurs à devenir très transparents sur le sujet, et c'est plutôt une très bonne chose. Vous nous garantissez que c'est marqué, certes souvent petit, mais tout est marqué sur les frais. Oui, mais justement, la réglementation nous demande de le marquer en gros, au moins sur nos sites internet, et évidemment sur les conditions générales et les contrats papier. Mais on a maintenant une obligation de le faire, et je vous dis, le mouvement réglementaire est très fort sur le sujet actuellement. Et c'est mieux, effectivement. Et plutôt sain, d'ailleurs. Oui, c'est mieux pour l'investisseur aussi. Alors, une fois qu'on a bien comparé les contrats d'assurance vie, il faut savoir sur quel support on va miser. Tout d'abord, avec ce contexte économique actuel qui est très incertain, est-ce le bon moment pour ouvrir un contrat d'assurance vie? Et si oui, sur quel support d'investissement? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'assurance vie, c'est un véhicule dans lequel je vais mettre des passagers. Et ces passagers peuvent soit être le fameux fonds euro, qui a fait le succès de l'assurance vie depuis 70 ans, qui permet de garantir son capital, et puis quand les taux payent bien, d'avoir une rentabilité assurée, mais aussi tous les produits financiers qu'on connaît, à savoir des unités de compte classiques, actions, obligations, monétaires, mais on peut aussi investir à travers des fonds immobiliers, les fameux FCPI. On peut aussi aller sur des petites entreprises qu'on appelle le private equity ou le capital risque. C'est vraiment, on met ce qu'on veut. Et chaque assureur, évidemment, en fonction de sa clientèle, ouvre les robinets de ce que l'on veut. Sachant qu'il y a une dernière chose qui est assez courant et qui a bien marché en fait à l'époque où les taux étaient assez bas ces dernières années, c'est les fameux produits structurés, les EMTN, acronyme mais qui veut simplement dire produits structurés, qui en fait sont des fonds à formule, un peu des paris, mais qui permettaient en fait de pouvoir augmenter sa rentabilité. Et donc ces produits structurés, toutes les grandes banques et tous les grands assureurs en proposent, et ça fait partie des véhicules. Donc c'est très ouvert et très diversifié. C'est une des forces de l'assurance vie. Alors voilà pour tous les supports classiques, on va dire. Mais alors vous allez nous faire découvrir aujourd'hui l'assurance vie luxembourgeoise. Rassurez-moi, ce n'est pas un paradis fiscal, tout est bien légal. Mais en fait, pas du tout. Et c'est intéressant parce que quand on a préparé cette émission, on a évoqué le sujet. En fait, il y a une espèce de légende urbaine sur l'assurance vie luxembourgeoise, car souvent, Luxembourg, paradis fiscal. Bon. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les assureurs vie luxembourgeois se sont organisés pour avoir des systèmes d'information qui traitent tous les contrats de droit des pays de l'Europe qu'ils considèrent comme intelligents en matière d'assurance vie. Et donc, quand vous ouvrez en fait un contrat d'assurance vie dans une assurance vie luxembourgeoise, vous ouvrez un contrat d'assurance vie français. C'est français. Et qui répond donc au droit fiscal français.
Donc, vous pourriez ouvrir exactement le même sur votre banque ou votre assureur en France. Sauf que le fait de l'ouvrir chez un assureur vie luxembourgeois apporte 2 avantages complémentaires qu'on n'a pas en France. D'abord, c'est une garantie complète du capital, puisque le Grand-Duché luxembourgeois, contrairement au gouvernement, à l'État français qui assure en fait 70 000 € par contrat, au Luxembourg, c'est sans plafond. Et puis, il y a une deuxième chose qui est intéressante, qui est très peu connue, c'est que sur un contrat d'assurance vie luxembourgeois, finalement, je peux y mettre autre chose que de l'argent. Si je veux mettre une œuvre d'art, une voiture de collection, en fait, je le fais rentrer à l'intérieur comme n'importe quel véhicule financier et je lui fais bénéficier des mêmes avantages de l'assurance vie que pour une utilité de compte ou un fonds euro. Je peux mettre une voiture ou un tableau dans une assurance vie. Absolument. Et vos bénéficiaires et la plus-value qui en découle sera traitée de la même manière. Donc, c'est intéressant et c'est les 2 caractéristiques. Alors, l'inconvénient de l'assurance vie au Luxembourg, et non pas luxembourgeoise, c'était qu'avant, elle était réservée à des très très gros tickets, 500 000, 1 million, parfois même 2, 3, 4, 5 millions. Et il y a eu un mouvement de démocratisation du sujet. Nous par exemple, à la Matmut, on a un protocole pour notre clientèle patrimoniale, avec notre partenaire Cardiff Luxembourg, où on a mis un droit d'entrée, une entrée à 100 000 €. Alors 100 000 €, vous allez me dire, c'est déjà beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup moins que 5 millions d'euros. Et surtout, ça permet pour des personnes qui déjà ont pu capitaliser sur cette somme d'argent de pouvoir s'offrir une garantie complémentaire. Et je rappelle que la Matmut, on est une assurance, on aime bien assurer. Et assurer via une garantie de l'État supplémentaire, c'est quelque chose qu'on a trouvé intelligent. Intéressant pour tout le monde, effectivement. Absolument. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire sur l'assurance vie aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner quand même à ceux qui nous Oui, on a beaucoup parlé de l'assurance vie aujourd'hui, mais on le dit, on le répète et on le répète, il faut absolument associer l'assurance vie aujourd'hui, depuis 2019, au plan d'épargne retraite individuel, le fameux PERIN, parce que les 2 produits sont extrêmement proches, en tout cas sur le plan fiscal et successoral, mais il y en a un qui est vraiment fait pour le très très long terme, et on parlait tout à l'heure des véhicules financiers. S'il y a bien un produit sur lequel on peut diversifier activement son argent et investir sur des actions, sur des supports à risque, c'est le PERIN, et ça peut venir en très bonne complémentarité de l'assurance vie. Un PERIN, quand on le prend à 40 ans, on l'a pour 25 ans. Et on sait très bien que sur les 70 dernières années, il n'y a jamais eu meilleur placement que les actions. Il faut juste ne pas être pressé et avoir un peu de temps devant soi. Eh bien, merci beaucoup, Tristan Lafourchette du groupe Matmut, pour tous ces conseils sur l'assurance vie et même l'assurance vie luxembourgeoise. On en apprend tous les jours. Merci. Merci infiniment, c'était un bon moment. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez poser vos questions à notre invité par mail. Vous trouverez ses coordonnées dans le générique de l'émission. Merci beaucoup et à bientôt.